Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que je présente rarement, c'est ma stack. Ma stack complète, en fait, comment est-ce que je code au quotidien, comment est-ce que aujourd'hui, moi et les membres de Light Driven Dev, on code 2 à 5 fois plus vite avec nos outils. Donc l'idée, aujourd'hui, ça va être de voir quels outils j'ai installés, quels outils j'utilise au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, combien est-ce que ça me coûte, est-ce que ça me coûte 200, 300, 1000 euros par mois, c'est quoi vraiment la configuration optimale que je vous recommande, le système de memory bank, le système de rules, les prompts, les templates, comment est-ce que je vous recommande de faire ça au mieux. Je vais vous montrer mon flow du coup, vraiment un flow AI Driven Dev, vraiment un flow piloté par l'IA pour générer du code d'extrêmement bonne qualité avec un très très bon contexte. Parce que l'objectif, c'est pas de générer du code vite qui marche pas, qui va te générer de la dette technique, mais c'est plutôt de générer du code stable, propre, qualitatif, qui correspond aux standards de son projet. Pour faire ça, du coup, je vais vous montrer un exemple de comment est-ce que je vais débugger une fonctionnalité et comment est-ce que je vais rajouter une nouvelle feature en parallèle. Et on discutera un peu de la code review parce que c'est important. Voilà pour le sommaire, j'espère que ça vous tente. On a plein de trucs stylés à voir aujourd'hui. Et tant que j'y suis, avant de continuer, donc du coup, je vais vous partager la liste des outils que j'utilise au quotidien. Mais avant et surtout, je sais qu'on a pas mal de personnes qui sont un peu dubitatives sur l'IA, qui ont du mal à avoir des résultats. En tout cas, sachez que nous, les résultats dans Light Driven Dev, on les a eu. Je vous ai mis quelques petits exemples ici de personnes qui ont vraiment des résultats stylés. Bien évidemment, je les ai anonymisés. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est tout simplement parce que je suis pas le seul à avoir des résultats. Les membres de la communauté ont des résultats. Et si vous aussi, vous voulez avoir des résultats, c'est le premier en description. Vous pouvez prendre un appel avec nous. Ça vous coûte rien. Et comme ça, on vous dira ce qu'on est capable de faire, du coup, avec votre stack. Ok, maintenant que ça c'est dit, premier point sur la vidéo, qui sont les outils que j'ai installés au quotidien. Faut savoir que j'utilise très peu d'outils. Depuis que le système de souscription à Claude Code est sorti, et c'est-à-dire qu'on ne paye plus au token, mais qu'on est directement capable d'utiliser, entre guillemets, leur API avec un abonnement, j'avoue que j'utilise quasiment plus que ça. Soit j'utilise directement Claude Code à l'intérieur de VS Code, j'ai totalement désinstallé Windsurf, totalement désinstallé Cursor, c'est vraiment mon outil de prédisposition. Et petit à petit, je suis en train de migrer sur OpenCode pour une raison très très simple, c'est que ici, vous pouvez le voir, en bas à droite, là, je suis sur un mode build, ok. Et sur le mode build, j'ai pas du tout le même modèle que sur le mode plan. Et en fait, c'est un des fondamentaux de la méthode AI Driven Dev. Si jamais votre plan de ce que vous voulez faire, il est pas clair, il est pas conçu avant de l'implémenter, en fait, votre IA, elle part dans tous les sens parce qu'elle sait pas exactement quoi faire. Vous lui laissez du coup le choix sur la réflexion alors que vous devriez pas. En tant que développeur, on est les architectes de notre code. C'est à nous de dire à l'IA ce qu'elle doit faire. C'est pas à elle de présupposer tout ça. Bref, ça ce sont vraiment les outils que j'utilise au quotidien, un VS Code, un Claude Code, et ça part. Maintenant, combien est-ce que tout ça coûte? Vous avez une licence du coup à 17 $ par an, ce qui vous fait à peu près 20 $ par mois de Claude, et très honnêtement, je vais pas dire qu'elle suffit, mais quand on commence à coder avec l'IA, ça peut suffire. Maintenant, vous allez très très vite si vous commencez à coder beaucoup au quotidien, taper la rate limit. C'est pour ça que je pense que le meilleur rapport qualité-prix, c'est vraiment d'utiliser la version à 100 $. Et pour une version à 100 $ que vous allez utiliser, vous allez probablement gagner beaucoup plus. Moi, actuellement, j'ai une version à 100 $ par mois, et comme vous pouvez le voir du coup sur mes stats d'utilisation cursor, tout en bas à droite, j'ai consommé à peu près 815 $ du coup sur le dernier mois de tokens. Donc ça vaut carrément le coup. Je leur ai coûté 8 fois plus que ce que je leur ai donné. Et en alternative gratuite, vous avez des modèles comme Grow Code Fast One qui sont vraiment très stylés, qui vont super vite et du coup, qui sont souvent en promo. Et en fait, comme il y a souvent de nouveaux modèles qui sortent, vous avez très souvent des promos. Juste avant, c'était GPT-5 sur VS Code, là vous avez Grok, et en fait, chaque semaine, comme il y a un nouveau modèle qui sort, à la limite, vous pouvez changer, sans jamais rien avoir à payer. Ok, le plus important quand vous allez utiliser l'IA, c'est vraiment d'avoir une configuration optimale. Je m'explique. Si votre IA, elle part un peu dans tous les sens, si elle vous génère du code qui est pas qualitatif, si elle comprend pas quand vous lui parlez, il y a fort à parier qu'en fait votre configuration de base soit pas bonne. Donc pour ça, vous avez un système de memory bank qui est très important, qui est tout le périmètre fonctionnel qui est défini. On a un système de rules qui va dire à l'IA comment est-ce qu'elle doit coder. On va avoir un système de prompt avec de l'optimisation pour lui dire comment coder et faire en sorte qu'elle suive nos instructions parce que c'est aussi ça qu'on veut. Et bien évidemment, on va s'appuyer sur des templates, et les templates, ça va simplement nous permettre de nous assurer que, par exemple, on a un prompt qui a été testé et approuvé sur un template en particulier, on sait que ce combo fonctionne super bien, on va le réutiliser sur nos autres features. Et c'est aussi ça la puissance de la communauté et de Light Driven Dev qu'on a en intérieur, c'est qu'on est plusieurs à tester, on est plusieurs à mettre à jour et à corriger du coup pour optimiser nos prompts, nos templates, pour au final avoir une version qui est beaucoup plus optimisée que ce qu'on aurait pu trouver sur les forums de Cursor ou les forums de Reddit. Comment est-ce que ça se caractérise en fait techniquement dans notre code? Ici, on peut voir qu'on a un dossier ADDDocs. Et dans ce dossier ADDDocs, j'ai plusieurs flows, notamment la memory bank. Et vous pouvez voir ici que j'ai une architecture, ma code base structure, ma database, mon système de décision, etc. Tous ces fichiers-là, en fait, je les récupère et je vais les merger dans un seul et même fichier qui s'appelle memorybank.md. Ok? C'est très important
pour moi d'avoir cette knowledge-là, parce que quand je vais lancer un outil comme Cursor, Claude Code ou peu importe, parce qu'on en supporte plusieurs, et que du coup, je vais vouloir avoir accès à la mémoire, je vais directement pouvoir, en fait, avoir mon périmètre fonctionnel, et je vais pouvoir directement commencer à discuter avec Claude, et il saura exactement de quoi on parle. Et ces rules-là, de la même manière, j'ai des rules de clean code, qui expliquent vraiment la base, mais c'est important. J'ai des rules aussi par système. Par exemple, si je prends mon page component de Next.js ici, j'ai un tout petit fichier de rules, mais qui décrit très bien une règle en particulier que l'IA doit absolument appliquer. Même chose pour les formulaires, même chose pour les server actions, etc. Et systématiquement, dès que mon IA dans le chat, elle commence à partir un peu en vrille, je reviens mettre à jour mes fichiers de règles, j'itère comme ça tous les jours, ce qui fait que plus je développe des features, plus mon IA devient efficace en fait. Maintenant que ça s'est dit pour la partie configuration, je vais vous montrer du coup comment est-ce que j'utilise mon flow au quotidien avec mes prompts. Cette fois-ci dans le dossier AIDD qu'on a en interne. Donc la partie AIDD Docs, c'est vraiment spécifique sur votre projet. Et la partie AIDD, c'est vraiment les scripts, les prompts, les templates, etc. qu'on se partage à l'intérieur de la communauté AI-Driven Dev. Ici tout en bas, du coup, vous avez un dossier de prompt. Et dans votre dossier de prompt, vous avez plusieurs prompts qui vous sont proposés, aussi simple que ça. Et si par exemple, je prends un truc au hasard comme Elaborate, par exemple, vous pouvez voir du coup qu'on a tout un système qui nous permet de générer un plan technique. Et on va s'appuyer du coup sur des ressources. Ces ressources-là sont très importantes parce que, in fine, on va générer un plan d'implémentation. Et ça, je vais vous en parler juste après. En attendant, regardez bien ce qui se trouve ici parce que c'est ultra important. On a des steps qui sont définis, d'où l'importance d'avoir des prompts optimisés. Et ces prompts optimisés vont s'appuyer sur des templates. Et ici, par exemple, on a un template de plan qui ressemble à ça. Donc, on essaie de séparer au maximum la réflexion qu'on va avoir dans le chat, l'exécution avec les prompts et l'output avec un template bien défini. Parce que vous voulez maîtriser votre input, votre réflexion et votre output, du coup, pour avoir le maximum de résultats possibles. Ce template-là, sous forme de plan, va nous permettre de générer des tâches ici, comme par exemple ajouter le support, et ça va donner des directives très claires à l'IA sur les fichiers à modifier, les différents fichiers à implémenter, etc. Ce que vous pouvez voir ici sur le plan, c'est que vous n'avez pas d'explication en termes de code. À aucun moment ici je montre du code, je montre simplement les fichiers à modifier, et je montre comment est-ce que l'IA doit s'y prendre pour réaliser la feature. Et c'est là toute la puissance de la méthode en fait, parce qu'en séparant comme ça différentes informations, on arrive vraiment à les chaîner et à chaque étape d'avoir une manière qualitative. Je m'y reprends. Vous avez un périmètre fonctionnel du coup ultra bien défini dans votre memory bank. Donc à chaque fois que vous discutez de votre projet, l'IA sait de quoi vous parlez. Ensuite vous avez des règles, et vos règles pareil, sont ultra bien définies dans votre système. Donc c'est-à-dire toutes vos règles de code, etc. Une fois que vous avez ces deux informations-là, vous allez générer des tasks, donc des plans d'implémentation. Et ensuite, avec des prompts, vous allez notamment utiliser un système pour que l'IA utilise bien les règles et implémente votre plan fonctionnel de manière technique, de manière la plus propre possible. Et c'est comme ça que vous finissez par avoir du code d'extrêmement bonne qualité. Maintenant, comment est-ce que je m'y prends exactement au quotidien? Le système Plan Act, il existe depuis déjà 2 ans, ça fait 2 ans qu'on fait de la R&D dessus, et ça fait 2 ans qu'on préconise aux développeurs de bien planifier leurs features en amont pour ensuite les exécuter avec de l'IA, avec des règles pour que ça aille le plus vite possible. On va donc en venir au flow que j'utilise au quotidien et je vais vous montrer un petit exemple pour que ça soit bien sûr beaucoup plus facile à implémenter pour vous. Ici, je me retrouve avec 2 IDE et je vais fermer ça, ça sera plus simple. Donc tout à l'heure, j'étais sur le projet LMS, là j'ai ouvert le projet AIDD et le projet AIDD, c'est quoi? C'est simplement tout un ensemble d'IDE qu'on supporte, de templates, comme je vous ai montré juste avant, et de prompts. Tout ça, on l'installe sous forme de CLI, donc on a un CLI qui va venir nous installer tout ça, et grâce à un système de plugins, en fait, on va venir à chaque fois prendre des configurations qui ont déjà été définies, testées et approuvées pour les donner à l'ensemble des membres de la communauté. Maintenant, on va faire 2 choses. La première, c'est que on va corriger un bug, parce que vous pouvez voir tout en bas ici que je suis sur un système de refactoring. Et la seconde chose, c'est qu'on va implémenter une feature. Et je vais vous montrer un peu les 2 manières que j'utilise du coup pour réfléchir. Dans tous les cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le plus important, c'est vraiment d'avoir cette étape de réflexion en amont, puis d'implémentation de manière qualitative. Ici, dans mon terminal, j'ai simplement lancé le framework en installation et on peut voir que j'ai une erreur. Il n'a pas réussi à trouver cette information. C'est le bug du coup qu'on va corriger aujourd'hui. Quand je vous ai présenté mes outils tout à l'heure, j'en ai volontairement omis quelques-uns parce que ça c'est ma stack principale, mais il y a plein de micro-tools que j'utilise à côté pour me simplifier la vie. Donc ce que je vous propose de faire, ça va simplement être de copier-coller le message d'erreur qu'on a ici et ici je vais utiliser Alter, qui est une IA en fait qui est tout le temps accessible et qui permet de faire 2 choses. La première, c'est que j'ai une dictée vocale qui est absolument accessible tout le temps juste avec un raccourci clavier et la seconde, c'est que vous voyez ici, elle a récupéré le contexte de la
fenêtre sur laquelle j'étais, et donc je suis capable de tout le temps poser des questions sur la fenêtre sur laquelle je me trouve. Ce qui, encore une fois, est ultra efficace pour donner du contexte à l'IA. Plus vous donnez de contexte à l'IA, moins il y a de bruit. Si vous lui donnez trop d'informations, elle se perd. Si vous lui en donnez pas assez, elle se perd. Nous, ce qu'on fait dans l'AIDD, c'est qu'on essaie de trouver le juste milieu pour avoir le meilleur résultat possible. Maintenant, on va débugger cette information ensemble. Et pour débugger ça, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser un prompt. Et ce prompt-là, il s'appelle debug. Et du coup, on va injecter directement l'erreur. On va donner un peu de contexte. Donc voilà, j'ai simplement dicté mon problème. Vous pouvez mettre sur pause si jamais vous voulez regarder l'exactitude du prompt que j'ai donné. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai utilisé des mots comme CLI qu'il a réussi à récupérer. AI Driven Dev, c'est quand même pas commun comme nom, il a aussi réussi à le récupérer. Et ici, vous pouvez voir que du coup, mon prompt est nickel. Je vais directement envoyer ça à l'IA et je vais la laisser se débrouiller pour essayer de me trouver la cause de mon problème. Et c'est ça en fait tout l'enjeu du coup du CLI AIDD, c'est que vous pouvez voir ici que vous avez plein de micro-configurations, Claude, Cursor, OpenCode, VS Code, et systématiquement que je me trouve directement sur Claude Code ou sur OpenCode, j'ai accès aux mêmes outils en fait. Incroyable, on vient d'assister à un bug de Claude Code en direct, il n'arrive plus à me récupérer le contexte de ce que je viens de lui donner. Ok, eh ben c'est pas grave, on va recommencer. Ce qui est cool du coup avec Alter, c'est que vous avez ici vos historiques de discussion, donc je peux tout récupérer. Voilà, et bien évidemment, on va balancer l'info. Et du coup là, ça va appeler un MCP de Sequential Thinking pour commencer à réfléchir à tout ça. Ce que je vous propose de faire, ça va être de laisser ça sur un coin de notre tête, et pendant ce temps-là, on va du coup taffer avec OpenCode. Donc, ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est me rajouter une nouvelle fonctionnalité. Et la nouvelle fonctionnalité, c'est quoi? C'est simplement de rajouter le support pour Windsurf. Et en fait, le support pour Windsurf, il se caractérise avec deux fichiers, un globalrules.md ici, et un fichier de rules. Nous, ça tombe bien. On a déjà un support, par exemple, avec les cursor rules ici, avec un symlink qui pointe directement vers les rules qui ont été générés. L'avantage de ça, c'est que si, par exemple, je crée une rules ici, je vais pouvoir la récupérer là. Donc en fait, un prompt, une règle, un système se retrouve décuplé sur n'importe quelle IDE qu'on supporte. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, ça va être d'intégrer Windsurf. Et pour ça, je vais utiliser une extension qui est vraiment trop cool quand vous voulez donner du contexte. Ça s'appelle MarkSnipe. Et ici, je suis capable de récupérer l'ensemble de ma page directement en Markdown. Et voilà, comme ça je peux directement la donner à manger à un LLM et je peux commencer à discuter. Donc ce que je vous propose de faire ici, ça va non pas être d'utiliser les prompts qu'on a dans l'AIDD, mais plutôt d'utiliser le système natif de Plan ici que vous pouvez voir. Donc on va utiliser le système Opus 4.1 et je vous recommande grandement d'utiliser un système Thinking pour mettre de la réflexion et un système d'action comme Gros Code Fast One qui va plutôt être en mode build, c'est-à-dire il va aller vite vers le résultat. Parce que comme vous avez déjà imaginé ce que vous devez faire, vous n'avez plus besoin que le modèle y réfléchisse à cette étape-là, vous avez simplement besoin qu'il exécute et qu'il fasse exactement ce que vous lui avez demandé. Donc voilà, j'ai donné un prompt relativement simple, je lui ai dit que j'aimerais bien ajouter un nouveau support dans le IDD CLI pour Windsurf, de la même manière que ce qu'on a fait avec les Cursor Rules, voici la documentation. Et donc voilà, je vais le laisser en mode plan, je vais laisser réfléchir à tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le Markdown qui est parti ici, il va nous générer le plan, et nous, pendant ce temps-là, on va regarder le bug via Claude Code. Donc, ici, on a une summary du coup de notre issue. Donc, quel était le problème? On a un merge absolute path not found. Ok. On a un action path qui nous est décidé, et ça, c'est vraiment trop cool quand vous voulez débugger quelque chose, parce qu'il y a l'utilisateur qui a lancé quelque chose, ça va aller charger le Cloud Plugin, ça va aller référencer machin, etc. Et donc, comme ça, vous avez vraiment un chemin de quelles fonctions ont été exécutées. Vous avez tous les fichiers, du coup, qui ont été incriminés, entre guillemets. Et vous avez le top 3 des causes potentielles du coup qui ont été décidées avec un degré de confiance. Donc la première chose, on nous a dit grosso modo que j'ai renommé quelque chose mais que j'ai oublié de faire le changement. À mon avis, c'est probable. La seconde chose, c'est qu'elle n'a pas été enregistrée par l'orchestrator. Peu probable. Et la dernière, c'est que, fatalement, dans notre refactoring, on l'a totalement supprimé. Ce qui est quand même un peu le cas. Donc là, je vais simplement lui indiquer que pour moi, la première me semble la plus logique, et avec un degré de confiance à 9 sur 10, on est plutôt pas mal. Et je lui ai surtout demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ceci n'arrive plus de nouveau. Et donc là, du coup, il va commencer à m'implémenter des solutions. Revenons du coup à nos moutons. Ici, on peut voir que ça nous a dessiné un plan. Donc l'objectif, ça va être d'implémenter le support de Windsurf. Le plan me semble relativement correct. On a tout un système de support qui s'est défini. On doit rajouter ça dans l'orchestrateur. Et vous voyez ici, on a des plugins de la même manière qu'on pourrait par exemple avoir le plugin de Cursor ici, chargé relativement simplement. En fait, il faut faire la même chose, mais avec Windsurf. Donc là, je vais simplement lui demander d'implémenter le plan. Et ce que je vais surtout faire, c'est que je vais le passer en mode build ici. Donc vous allez voir que le modèle va changer. On passe du coup de Claude Opus 4.1 à Gros Code. Et là, ça va aller très très vite. En tout cas, j'espère. Pour le coup, c'est quand même assez rapide. On peut voir que, on peut voir que le fichier test se crée bien.
Ça nous rajoute tout ça dans l'orchestrator, ce qui est la bonne chose à faire, comme vous pouvez le voir à l'écran là. Le fichier de test end-to-end s'est généré, ça va nous créer le système de support. Parfait. Ça nous a mis du coup des éléments de test, et là, ok, bah, c'est en train de lancer les tests. Très bien. On peut voir du coup qu'il a uniquement lancé le système de config de test, ce qui est très cool. Comme ça, on balance les tests end-to-end uniquement sur un élément en particulier. Apparemment, on a des erreurs, donc il va commencer à jouer un peu. Ah, il a trouvé le problème. Apparemment, dans le global setup, du coup, on manquait l'installation de Windsurf. Donc du coup, hop, il a relancé le système. Cette fois-ci, les tests semblent passer et ça part. Update documentation and readme. Alors celui-là, je l'avais pas vu. Il est en train de lire un peu tout. Incroyable. Alors là, je suis scié. C'est très très stylé. Il a été récupéré du coup les features du CLI et il a été me rajouté directement le support partiel du coup de Windsurf directement à l'intérieur. Et on peut le voir ici du coup sur cette ligne-là où il n'a implémenté que les rules. Très très cool. Il a été me rajouter ça du coup dans le système de features. Et il a été même rajouter ça dans le readme à l'intérieur. Waouh, franchement, très très cool. Encore une fois, c'est là que vous voyez la puissance d'implémentation. On a implémenté une feature en quelques secondes. Et ce que je vous montre là, sur le dépôt IDD, ça fonctionne bien évidemment sur n'importe quel projet en fait, parce qu'à partir du moment où vous donnez du contexte ultra précis avec des règles, ça peut vous générer des tests, ça peut vous générer du clean code, ça peut vous générer énormément de choses de manière ultra qualitative. Et encore une fois, c'est pas parce que votre code base elle est énorme que du coup, ça va être un problème pour vous. Si vous scindez, si vous divisez suffisamment les éléments, en fait, votre IA elle va rouler en fait. Revenons-en du coup à nos moutons. Donc ici, on a un système d'update policy qui a fonctionné et on nous propose du coup d'avoir un système de type safety ici. Ici, ce que je vais donc faire, c'est que je vais aller builder le système et je vais créer un répertoire de tests et je vais relancer l'installation en mode full. Ok, nickel. J'ai plus mon erreur avec Cloud Code, donc du coup ça a été résolu, c'est nickel. Et là, ce que je vais pouvoir faire du coup dans la suite, ça va être du coup d'implémenter le système de type checking pour que la prochaine fois que du coup je propose un policy ID, celui-ci soit vraiment vérifié et que du coup ça me raise une erreur au linter. Et voici du coup ce qui conclut nos exemples en termes de bugs et en termes de nouvelles features. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je code au quotidien. Je réfléchis à ma feature, je l'implémente, et là on est sur un use case relativement simple parce que le rush de la vidéo fait déjà 31 minutes. Mais en fait, si vous faites ça at scale avec plus de fichiers, bah du coup vous allez avoir un plan qui est plus solide, qui est plus structuré, peut-être des règles qui sont un peu plus éprouvées. Et dans tous les cas, si votre IA elle arrive pas à aller jusqu'au bout du truc, on a un autre prompt qui nous permet en fait, une fois qu'on a récupéré le plan et qu'on sait exactement ce qu'on va faire, de boucler dessus pour dire au LLM, est-ce que tu es bien sûr que tu as tout implémenté? Il y a forcément des trucs qu'il va oublier, un peu comme nous, on est humain, on oublie des choses, et donc ça va reboucler dessus jusqu'à ce que ça passe, ça va appeler un MCP, ça va aller vérifier du coup qu'on a bien fait l'action, si on n'a pas fait l'action, on relance du coup le code et ainsi de suite jusqu'à ce que la feature soit développée à 100%. Bien évidemment, tout ça ne vous exclut pas de faire votre code review de deux manières. La première, quand on était ici directement dans OpenCode, ensemble, on regardait ce qui était en train de se passer à l'écran. C'est ultra, ultra important. Il faut que vous soyez derrière en train de review parce que sinon, votre IA, elle pourrait partir potentiellement en live. Ici, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir la corriger. Ok, donc ça, c'est votre première review que vous faites. Une fois qu'on a ça, bien évidemment, il y a la review pré-commit. Du coup, on va aller vérifier que grosso modo, tous les fichiers qui ont été créés, en fait, ça n'a pas fait n'importe quoi. Vous allez pouvoir committer ça. Et une fois que vous avez poussé votre code, que vous l'avez review en tant que développeur, vous allez du coup le pousser, par exemple sur GitHub ici. Et nous, par exemple, on a un CloudBot qui va aller, encore une fois, faire une seconde review pour être sûr qu'on est bien codé proprement. Voilà, aussi simple que ça. Bon, de manière très accélérée, c'est le flow que j'utilise au quotidien. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça. Je pense que j'ai rien oublié, j'ai vraiment essayé de résumer au maximum. Bien évidemment, il y a beaucoup de petites choses qu'on fait en plus, comme le fait d'utiliser Ripomix pour packer plusieurs fichiers, comme le fait d'utiliser Git ingest pour aller récupérer des documentations complètement à jour, comme le fait d'utiliser Context Event pour récupérer du coup encore d'autres documentations si jamais on en a besoin. Il y a énormément plein de petites choses comme ça qu'on fait au quotidien. Si ça vous intéresse, on a un lien en description pour prendre rendez-vous avec nous, pour qu'on vous présente le programme. Ça vous coûte rien. Au pire, vous savez si c'est pour vous ou pas. Et en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!